Sébastien qui va nous parler de ce que j'ai compris de cache, de librairie. De cache-cache. De cache-cache avec une librairie. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Bonne conférence. Mais en plus du cache, je vais parler un peu de composition aussi, d'où le petit opérateur de composition au milieu des deux caches. Et pour commencer, je vais me présenter. Je suis Sébastien Drode, je suis lead dans la team Cook, donc Core Discover iOS. Coucou Team Apple. Et j'aime le functional programming. Je me suis beaucoup documenté sur tous les patterns qu'on peut trouver et je me suis beaucoup fait péter le cerveau. Donc, je ne suis pas en maîtrise de tous les sujets. Il y a pas mal de choses que je maîtrise mieux maintenant. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant. Pourquoi je vais vous parler de composition? Déjà parce que j'aime les Lego et j'en ai fait pendant toute ma jeunesse et je continue à en faire. Et parce que je pense qu'il vaut mieux avoir plusieurs briques réutilisables qu'une seule grosse brique qui fait tout. Et à un moment, en fait, il faut aussi savoir comment on va assembler ces petites briques qu'on a créées, donc la partie de composition, comment on les compose ensemble. Donc, les briques de Lego, c'est simple, hein, on a les petits picots qui sortent et ça se fait simplement. Pourquoi le cache? C'est un sujet qui m'a beaucoup suivi dans ma vie professionnelle. J'ai créé pas mal de petites libs de cache dans mes précédentes expériences et faut savoir que côté front, on a très souvent aussi besoin de cache, mine de rien, parce qu'on sait que c'est un sujet dont on parle beaucoup côté back-end, mais côté front aussi. C'est un sujet qui peut paraître facile et en fait, on se prend bien la tête dans pas mal de cas parce qu'on peut découvrir en fait des petites pétouilles qui vont pas, auxquelles on n'avait jamais pensé. Puis, par rapport à ce qu'on avait fait avant dans cette précédente expérience, c'était un petit défi pour faire mieux. Donc, c'était très intéressant pour moi. La composition, qu'est-ce que c'est? Si on prend la définition du dictionnaire, c'est l'action ou la manière de former un tout en assemblant plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'on va y gagner dans le software? On va y gagner de la réutilisation de code, on va y gagner des API qui sont plus clean, parce qu'on va exposer que ce qui nous intéresse et peut-être pas les fonctions ou properties qui ne sont pas intéressantes pour notre cas d'usage. Si on transpose ça sur un exemple, on peut prendre l'exemple d'une machine à café. Une machine à café, si on vulgarise, elle est composée d'un grinder, elle est composée d'une pompe à eau. Mais on n'a aucun intérêt à utiliser le grinder en direct et ses capacités de grind et la pompe à eau et sa capacité à délivrer de l'eau. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de se faire un espresso, se faire un americano et de déguster ça avec un très bon café. Une première approche, on va parler de programmation orientée objet. Donc c'est une des premières approches qu'on a fait. En programmation orientée objet, globalement, l'unité de composition, ça va être l'objet ou la classe. On crée des objets, on les assemble ensemble pour créer des comportements plus complets. On retrouve ça très facilement sur des diagrammes de classe comme vous avez là. Donc là, on voit que la pièce, elle est composée de chaises. Donc à partir de petites briques que sont la chaise et une pièce, et même un étudiant, on est capable de faire des comportements beaucoup plus complexes. Donc ça, c'était, alors je sais, c'est un peu petit, mais je vais vous expliquer tout ça. C'était la première version de ce qu'on avait fait. Donc en haut, là, on a un cache provider. Ce cache provider, il est composé d'un fetcher qui va aller chercher la donnée en ligne et il est composé d'un persistent store qui va persister la donnée sur le disque. Globalement, on a commencé très simple, puis au fur et à mesure, on nous a demandé de rajouter de plus en plus de use cases. Donc on s'est retrouvé à devoir gérer des polices différentes d'expiration. On s'est retrouvé à gérer du reuse in flight. Je vais y revenir tout de suite. Et on a complexifié en fait ce cache provider de plus en plus. Son interface, elle a changé et c'était pas super efficace parce qu'à chaque fois qu'on devait réimplémenter un cache provider différent, ça a demandé pas mal de gymnastique. On avait ces cas, donc je vous parlais de reuse in flight, c'est un cas intéressant parce que je me rappelle d'un dev backend qui vient me voir et qui me dit Seb, c'est normal que on reçoive des requêtes en double sur les requêtes que vous êtes en train de faire. J'étais là, ben non. Et en fait, c'est tout simplement parce que à l'initialisation de l'application, on faisait une requête pour un objet, pour un ID donné. Et il y avait une autre partie de l'application qui avait besoin de ce même objet, qui refaisait une requête. Le problème, c'est que la première requête, elle n'était pas revenue, qu'on n'avait rien dans le cache, donc on faisait 2 demandes au serveur. Donc ça a été un petit cas assez rigolo à corriger. On verra par la suite comment on l'a corrigé avec la nouvelle librairie. L'autre approche, donc cette nouvelle librairie dont je parlais, c'est une approche plutôt fonctionnelle. Donc je vous en parlais plus tôt.
à la base, la programmation fonctionnelle, l'unité de composition, ça va être la fonction. Donc, on va assembler des fonctions ensemble, on va les enchaîner pour créer une plus grosse fonction qui fait plus de choses et qui est capable de faire, par exemple, de la transformation de données. C'est basé sur la notion mathématique de composition, donc le fameux opérateur dont je parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de maths, mais globalement, ce petit rond là, ça veut dire compose. Donc, j'ai compose f de x, ça revient à dire je passe x à ma fonction f, j'exécute cette fonction avec ce paramètre, et le résultat de cette fonction, je vais le passer à g, qui sera exécuté aussi. Donc, on voit bien que je suis capable de rajouter du comportement en encapsulant mes données de plus en plus dans des fonctions. Donc, on a un petit exemple en Swift. Alors, je sais que, à part les devs iOS, tout le monde n'a pas fait de Swift et ne sait pas le lire. C'est assez simple, ça ressemble pas mal à du JS. Globalement, là, on a la définition de deux fonctions, une fonction f, une fonction g. La fonction f, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une string en paramètre et elle nous retourne une string. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va concaténer 1, 2, 3 à la string qu'on lui a passée en paramètre. La fonction g, elle prend cette string qu'elle a reçue et elle va la printer dans la console. Et donc, à partir de là, si je passe x à ma fonction f, ma fonction g, elle recevra une string x1, 2, 3 qu'elle viendra printer dans la console. Donc, si on reprend l'exemple du cache, le but est vraiment quelque chose qui nous a drivé quand on a travaillé là-dessus. C'était une interface qui ne change pas. On voulait une interface de cache qui soit simple et compréhensible. Un cache, du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est un cache? De quelle méthode on a besoin dessus? Et on s'est dit, globalement, un cache, c'est une méthode de get, une méthode de set, une méthode pour clearer un élément donné et une méthode pour clearer tout le cache. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe ici. Globalement, ce cache, on définit deux choses. On définit qu'il a deux types génériques. Une pour les clés, pour pouvoir utiliser n'importe quel type de clé qu'on veut, et une pour le type de valeur qu'on va stocker. Et ensuite, ce qu'on fait pour chacune des fonctions qui retournent des éléments, on va retourner des observables. Donc en fait, on a utilisé une librairie qui s'appelle RxSwift. Donc c'est du reactive programming. C'est assez standard côté iOS. Il y a une librairie Apple qui s'appelle Combine maintenant qui propose les mêmes outils. Et notre composition, en fait, on va la faire justement en composant ces flux de données ensemble. Donc là, on a le get qui va nous retourner un observable de notre type de value. Un observable, c'est d'une certaine manière, pour vulgariser, en JS, on pourrait dire que c'est une promesse. Donc on a une promesse de recevoir ce type de value. Pour le set, on veut savoir quand le set a bien été effectué, mais on va recevoir void, d'où les parenthèses. Une première implémentation qu'on peut faire, je suis désolé, on va rentrer dans le dur, il y aura quelques diagrammes, mais je vais passer assez rapidement là-dessus. Une première implémentation qu'on a fait, c'est une implémentation de memory cache. Donc un cache mémoire tout bête qui utilise la librairie interne iOS qui s'appelle NSCache pour faire la gestion de mémoire. Donc là, en fait, tout ce qui se passe, c'est l'implémentation de ce protocole que je vous ai montré tout à l'heure, de cette interface, qu'on va implémenter pour utiliser le cache. L'implémentation précise des fonctions n'est pas importante, donc je vais passer. On va ensuite créer un deuxième cache, qui est un cache disque, parce que globalement, c'est à peu près les deux use cases qu'on a, stocké sur le disque et stocké en mémoire. Et on va utiliser le file manager, pareil, c'est un framework qui nous est fourni pour interagir avec le disque du device. Et on va l'initialiser, cet objet, avec une string. Cette string, en fait, c'est le dossier qu'on va créer pour sauvegarder nos données. Et de la même manière, la méthode get, la méthode set, les méthodes clear, elles interagiront avec ce file manager. Maintenant, c'est cool, on a deux types de caches différents qui ont la même interface, c'est chouette, mais comment faire un use case un peu plus complet? Comment on les assemble? Parce que là, pour l'instant, on n'a aucun moyen de les faire communiquer ensemble. Donc, on va créer une nouvelle brique qu'on va voir dans un instant, mais juste avant, c'est un petit point qu'on ne verra pas et que je ne définirai pas. On a dû créer un type qui s'appelle AnyCache. Son rôle, c'est de faire du type erasure sur les types de caches qu'on a, afin de les assembler plus facilement. Ce n'est pas la partie importante, c'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Et globalement, pour arriver à composer nos deux caches, en fait, on va faire un truc très simple, c'est qu'on va créer un nouvel objet qui implémente le protocole cache. Et ce nouvel objet, il va prendre un cache A, un cache B, il va les assembler ensemble, et donc dans sa méthode get, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interroger le cache A. Si dans le cache A, il y a quelque chose, cool, il nous retourne la donnée. Si dans le cache A, il n'y a rien, il va aller interroger le cache B. Et là, s'il y a quelque chose, il la retournera, et ça sera seté dans le cache A, mais il nous retournera bien la valeur aussi.
S'il n'y a rien, il nous remontera une erreur comme quoi il n'y a rien. La méthode de set, on va faire un set en cascade, on va setter dans le cache A, on va setter dans le cache B, et on aura maintenant dans nos deux caches la valeur qu'on voulait utiliser. Le clear et le clear element, ça va être de la même façon, on va le faire en cascade. Derrière, ce qu'on a fait, c'est une petite extension sur l'interface que j'ai montré tout à l'heure, l'interface de cache. Cette petite extension, le but, c'est de proposer une fonction utilitaire qui s'appelle compose, qui va nous permettre facilement de créer ce nouvel objet compose qu'on vient de créer. Donc, ce que je fais dans cette fonction utilitaire, c'est que je retourne un compose du cache courant que je suis en train d'utiliser et d'un autre cache que je lui ai passé en paramètre. Et j'erase en anyCache, donc c'est la fameuse partie dont je vous parlais tout à l'heure. Globalement, comment je l'utilise? Du coup, maintenant, je vais pouvoir instancier un memory cache de type string. Donc, sa clé, c'est une string et sa valeur stockée, c'est une string. Et je vais le composer avec un disque cache qui sera du même type. Parce que sinon la composition ne fonctionnerait pas. Je le montre ici, on a une petite contrainte justement où il faut que le type de clé de cache A et de cache B soit le même et le type de value aussi. Et globalement, si on regarde le diagramme, ce qui va se passer, c'est que dès que je viens setter quelque chose dans mon compost cache, je vais le setter d'abord dans mon memory cache, puis ça sera seté dans mon disque cache. Et de la même façon, quand je vais vouloir récupérer une donnée, je vais la récupérer dans mon memory cache et je la récupérerai dans mon disque cache ensuite. Donc maintenant, si je résume globalement, si je veux rajouter de la logique business sur mon cache, c'est simple, je crée une nouvelle implémentation du cache, j'encapsule ma logique dedans et je la compose avec le reste de mes caches. Ce qui veut dire que si je distribue cette librairie, il y a n'importe quel utilisateur qui va être capable de rajouter sa petite brique et d'utiliser les briques courantes et de les assembler ensemble. Maintenant, on a parlé de cache. Tout à l'heure, j'ai parlé de fetcher. C'est un peu ce qui nous manque pour l'instant. Donc, on va voir comment on peut créer cette partie de fetching de données. Et ce fetching de données, c'est simple. Ça va être un nouveau protocole. On va définir une nouvelle interface qui va implémenter cache. Et on va tricher un peu parce qu'on va dire que sur ce protocole fetcher, en fait, le clear element, le clear et le set de value, ils font rien. Ils n'ont rien à faire parce que le fetcher, il ne va que chercher de la donnée. Il n'a rien à setter, lui, il va chercher la donnée, il est en bout de chaîne. C'est vraiment lui qui va aller taper sur l'API pour récupérer la donnée. Et on va faire une petite implémentation de ce fetcher qui s'appelle Closure Fetcher, qui a deux types génériques, un pour la clé, un pour les values. Et en gros, on va lui passer une fonction en paramètre à ce Closure Fetcher, et lui va l'exécuter dès qu'on appellera le get. Donc à partir de là, si dans la fonction que je lui passe en paramètre, il y a mon appel API, quand mon appel API retournera, ça sera bien retourné à toute ma chaîne de cache. Comment ça s'utilise? On va reprendre le compost cache qu'on avait fait tout à l'heure. On va créer un fetcher. Donc là, le fetcher que je crée, c'est un fetcher qui, quand on lui donne une clé, il va retourner la clé qu'il a reçue. Donc en gros, si on lui donne une string Toto, il va retourner Toto. C'est comme si la valeur qui était stockée, c'était Toto, enfin qu'on voulait récupérer. C'est juste pour l'essayer, mais c'est là qu'on peut faire l'appel API à la place du return observable just key. C'est là qu'on peut faire l'appel à notre API. Et on va le composer avec le compost cache qu'on avait tout à l'heure. Donc le compost cache, je le compose avec le fetcher. Et si vous vous rappelez bien, du coup, mon fetcher, il va se retrouver en bout de chaîne. Parce que je le compose, la première partie que j'appelle, elle sera en façade. Et la partie avec laquelle je compose sera toujours à l'arrière. Donc, on se retrouve avec ce schéma-là. Donc, on a notre compost cache de tout à l'heure. Et on a notre grosse brique fetch compost cache, qui est en fait la composition des deux. Et donc, quand j'appelle le set, on va aller setter dans le memory cache, dans le disque cache et dans le fetcher. Mais ça ne fait rien dans le fetcher, donc il ne se passera rien. Et quand je vais essayer de récupérer une donnée, si j'ai rien dans le memory cache, si j'ai rien dans le disque cache, là, automatiquement, j'aurai un appel réseau qui sera fait pour récupérer ma donnée. Et ça sera ensuite seté dans mon disque cache, mon memory cache, et la donnée me sera retournée. Donc à partir de là, mes deux caches ils sont remplis. On a parlé de reuse in flight tout à l'heure. Le reuse in flight, c'est un use case qu'on peut mettre facilement en place de la même façon. C'est une nouvelle implémentation de cache. Et cette nouvelle implémentation, en fait, sa petite particularité, c'est qu'elle va avoir une map. Elle va avoir une map pour stocker où elle stocke les clés et les observables qui sont en cours. Donc, c'est-à-dire que si je fais une demande pour un ID donné, mettons l'ID 1, et que j'ai une autre demande qui arrive pour l'ID 1, en fait, je vais aller regarder cette map, ce dictionnaire. Je vais regarder, est-ce que tu as quelque chose pour l'ID 1 ?
Là, il va me dire oui, j'ai déjà quelque chose. Donc, il va me retourner en fait le même observable qui avait été retourné pour la première requête que j'ai faite. Et quand l'appel réseau reviendra, quand ça sera terminé, mes deux parties d'application qui voulaient recevoir cette donnée recevront la donnée à jour. Et ça sera c'était dans mon cache. L'utilisation, ça va être la même chose. Donc, on retrouve le même système que tout à l'heure. Il y a une petite méthode utilitaire qui est créée qui s'appelle ReuseInFlight. Et en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner un ReuseInFlight avec le cache courant qu'on lui passe. Et elle va l'eraser en Ncache. Et l'utilisation, c'est tout aussi simple. Si je reprends le fetcher compost cache que j'avais tout à l'heure, j'appelle sa méthode ReuseInFlight. Et à partir de là, maintenant, j'aurai une composition de mon ReuseInFlight et de mon fetcher compost cache. Donc, mon ReuseInFlight sera en façade pour répondre directement avec les observables. Si on veut aller plus loin, là, on a vu des exemples où je compose un disque cache et un memory cache qui sont de même type. Donc, les clés sont de même type, string, string. Et qu'est-ce qui se passe si je veux composer ça avec, par exemple, un cache de type int, int. Donc, une clé qui est un entier et la value stockée est un entier aussi. Et ben, on va créer deux nouvelles implémentations de cache. Je pense que vous avez commencé à comprendre le petit twist, qui s'appelle mapKey et mapValue dans ce cas-là. Et le but, ça va être justement de mapper les clés dans la descente de chacune des layers et de mapper les values aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un fetcher. Donc, c'est le même fetcher que tout à l'heure. On va l'instancier. On va créer un nouveau type de memory cache qui est de type int, donc entier. Et on va définir deux fonctions. Donc, une fonction qui nous permet de mapper de string vers entier et une fonction qui nous permet de mapper inversement d'entier vers string. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre map fetcher. Et ce qu'on va dire, c'est que notre map fetcher, c'est un fetcher sur lequel j'appelle la fonction mapKey en lui passant la fonction qui map de string, de int en string. Parce qu'en fait, quand je veux mapper les clés, c'est que je veux faire une requête, je veux récupérer une donnée. Du coup, en fait, j'ai ma clé, elle va descendre tous mes caches. Donc, plutôt comme ça pour vous. Elle va descendre tous mes caches au fur et à mesure. Donc, elle va partir du memory cache qui est int et elle doit arriver jusqu'au disque cache qui lui est string. Donc là, on voit bien qu'on doit transformer la clé d'entier vers string pour faire descendre cette clé pour lui faire descendre toutes nos layers de cache. Et le map value, lui, il a besoin des deux. Il a besoin des deux mappers, tout simplement parce qu'en fait, la valeur, on peut la setter et on peut la récupérer. Donc, en fait, la valeur, elle descend tous les caches, elle fait toute la descente, mais elle peut aussi tout remonter. Donc, on a besoin de savoir mapper dans les deux sens. Et donc, à partir de ça, je suis capable d'avoir un cache mappé, donc c'est la dernière ligne, où je vais prendre mon int cache et je vais le composer avec mon mapped fetcher, parce qu'en fait, maintenant, mon mapped fetcher, il n'est pas de type string comme l'était mon fetcher. Lui, ce qu'il expose, c'est qu'il est de type entier. Le cas qui a été le plus compliqué à gérer, et je pense que c'est un des cas les plus compliqués à gérer en général sur le cache, c'est la partie expiration. Donc, je ne vais pas montrer l'implémentation. Ça a été pas mal prise de tête. Le but, ça a été d'essayer de garder une interface simple. On a eu une petite contrainte, c'est être obligé de préciser le type de persistance qu'on voulait. Globalement, est-ce qu'on veut une expiration qui est juste gérée en mémoire, c'est-à-dire que quand je kill mon app, on va considérer qu'en fait tous mes objets sont expirés et donc j'irai les rechercher plus tard. Ou est-ce que je veux quelque chose qui persiste et quand je relance mon app, là effectivement j'aurai toujours les valeurs d'expiration de mes objets et donc je serai capable d'aller vérifier s'ils ont effectivement expiré ou pas. Globalement, ce qui se passe en sous-marin, c'est qu'en fonction du type de configuration que vous utilisez, on va instancier un memory cache ou la composition d'un memory cache et un disque cache quand on veut la partie persistance. C'est pour ça qu'on doit passer une string, c'est parce que comme le disque cache s'attend à avoir un ID pour stocker au bon endroit les données, on est aussi obligé de le passer à l'expiration. Mais à partir de là, donc, on est capable d'utiliser notre fetcher compost cache et de lui ajouter une layer d'expiration. Donc là, globalement, on dit que nos données, elles expirent au bout de 100 secondes. Automatiquement, à partir du moment où c'est expiré, ce qui va se passer, c'est quand je vais aller demander une donnée, si elle est expirée, je vais descendre toute la chaîne de cache et je vais aller jusqu'au fetcher. Si le fetcher ne répond pas en cas d'erreur, je récupérerai une erreur, mais dans cette erreur, on me passera quand même l'objet qui était dans le cache. C'est au cas où on veuille quand même l'utiliser, malgré tout. Pour résumer tout ça, on a quand même
pas mal parlé de cache, mais en fait, la partie importante et que moi, je trouve intéressante, ça a été un gros déclic pour moi quand j'ai compris tout ça et que j'ai vu ce que je pouvais faire avec ce pattern-là. C'est ces petites briques, c'est cette capacité à ne plus toucher du code, c'est-à-dire on a quelque chose qui fonctionne et on ne va pas aller le retoucher parce qu'en fait, on peut l'utiliser tel quel. Et si on veut rajouter des comportements, on va les rajouter au-dessus. C'est des nouvelles layers de code qui vont venir. Et on est capable d'assembler ça facilement. D'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants, il y a de l'enrichissement de données. Donc, c'est un use case qu'on a eu chez Bedrock. Donc, on ne l'a pas encore mis en place, mais on s'est retrouvé justement avec une petite problématique assez, il y a quelques mois, où on avait besoin de faire de l'enrichissement de données à la chaîne, dans différentes layers de l'application. Et en fait, ce pattern, il était complètement utilisable dans ce cas-là. Et c'est d'ailleurs la solution qu'on était en train d'étudier. Ce qui peut être cool aussi, c'est des flux de données sur lesquels vous voulez ajouter de plus en plus de business. Donc, c'est le cas du cache, en fait. On a le cas business de base et on va vouloir rajouter de plus en plus d'éléments, de plus en plus de complexité sans vouloir toucher les parties simples qu'on avait créées. On veut garder des briques simples qu'on va assembler ensemble. Une dernière partie, c'est TCA, parce que j'étais obligé d'en parler. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis un fervent défenseur de cette librairie. Donc, c'est une librairie Swift qui, globalement, nous propose nous invite en fait à utiliser un nouveau type d'architecture sur nos applications qui globalement se rapproche de ce qu'on peut voir avec Redux, nous permet de faire de la composition avec tous nos states, toutes les actions qu'on va avoir dans notre application afin d'avoir justement notre global state et global application, global action, pardon. Des références, il y a cette librairie qui s'appelle Carlos. C'est rigolo. En fait, elle fait la même chose que ce que je vous ai montré, en mieux. C'est-à-dire qu'ils ont continué à développer en fait la librairie. Ils ont rajouté de plus en plus de use cases. Donc, ils ont même une intelligence où ils ont créé des implémentations de leur cache. Où en fait, c'est du branching. Donc, ils sont capables de créer des conditions et en fonction du résultat de la condition, descendre d'un côté de l'arbre ou de l'autre. Et du coup, ils n'ont pas des layers de cache à plat. Ils sont capables de faire des branches différentes avec des conditions. C'est super intéressant d'aller voir le code. C'est vraiment bien foutu. Et le deuxième lien, c'est une vidéo qui date un peu. Je pense que ça date de 2016-2017. Brandon Case, c'était quelqu'un d'assez connu dans le monde du développement Swift à cette époque. Maintenant, il est parti. Il fait plus du tout du Swift. Je crois qu'il fait de l'Haskell ou un truc comme ça. Et globalement, en fait, c'est la vidéo qui m'a tout fait comprendre, parce que pour faire cette librairie de cache, je me suis pas mal documenté. Quelle était la bonne interface, qu'est-ce qu'il fallait faire, à quoi il fallait penser. Et globalement, sa vidéo, elle était très claire, elle présentait ces concepts-là, et j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais clairement, en fait, c'est ça qu'on cherche. Donc, je vous invite à la voir aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Sébastien. Ok, c'est ce qu'on a des questions dans la salle. Bon, là, une, ça tombe bien. J'espère que ce n'était pas un peu trop technique, enfin que malgré tout le code, vous avez bien compris. Merci pour la présentation. Ma question va être technique aussi, par contre. Je me pose la question de l'utilité de la structure Anycache. Ouais. Et pourquoi on a besoin d'effacer les types du cache pour passer en Anycache? C'est une contrainte de Swift, en fait, qui nous amène à faire ça. Globalement, en Swift, la gestion des génériques sur des protocoles, elle est un peu limitée et limitante. Et le compilateur, globalement, va nous bloquer assez rapidement. Donc, on est obligé de complètement effacer le type concret qu'on avait et de manipuler un même type concret, le fameux Anycache, en fait. Ok. Parce que je te pose cette question-là parce que la structure Anycache ressemble un peu à la composition un peu orientée objet que tu nous as montré avant dans le diagramme, c'est-à-dire qu'on a une structure Anycache qui a en paramètre du coup 2 caches différents. Alors non, en fait, le Anycache, son rôle à lui, c'est vraiment d'abstraire le type concret, c'est-à-dire memory cache, disque cache. En fait, on l'initialise avec un cache. Et derrière, il va appeler la méthode get de ce cache, appeler la méthode set de ce cache. Par contre, il s'expose comme un Anycache. Il ne s'expose plus comme un memory cache ou un disque cache. Ce qui fait que tu es capable de composer avec tes 2 Anycache ensemble parce qu'ils sont du même type. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions? On est tout bon? Pas d'autres questions en ligne? Très bien. Merci Sébastien pour ta présentation. On va se donner une